Je vous rappelle que la chaîne est en partenariat avec Atsuka. Atsuka, c'est une marque de vêtements spécialisée dans le manga. Vous y trouverez tout ce que vous voulez. Du Death Note, du Pokémon, du Hunter x Hunter, du Chainsaw Man. Il y a pour tous les goûts. Vous avez plusieurs designs par vêtement, plusieurs tailles également par vêtement. Concrètement, voilà, il y a beaucoup de choix et c'est plutôt cool. Bien évidemment, vous devrez passer par mon lien en description, qui est donc mon lien d'affiliation. Et d'ailleurs, j'ai un petit code pour vous, le code ZAYLOK, XAYLOK, on se fait pas chier ici, qui vous permet d'avoir 25% de réduction sur tous les articles. Et en plus, ça vous donne un petit quelque chose, un petit t-shirt, ça permet de faire un petit cadeau pour les gens que vous aimez. Salut tout ça, oh putain ma voix est partie en couille, salut tout ça mon retentis du cinéma, bienvenue dans une nouvelle vidéo critique où nous allons parler d'un film d'horreur bien précis, à savoir Smile, film d'horreur dont on m'a parlé, sorti en 2022, réalisé par je sais plus qui, non plus sérieusement, réalisé par, attention, je re-regarde, réalisé par Parker Finn, voilà c'est ça, donc réalisé par Parker Finn, qui est une adaptation d'ailleurs d'un film, d'un court-métrage qu'il a également réalisé. Il me semble que c'est son premier film, je crois, je pense. Donc en tout cas voilà, c'est un film qui a pas mal fait sensation parce que il a été pas mal bien noté. Il a d'ailleurs fait un très bon succès au box-office, ça fait quasiment 200 millions il me semble. Produit par Paramount. Voilà, c'est un film Paramount, le même. Et dans lequel donc on suit Rose Cotter, qui est donc psychiatre il me semble, et qui à un moment va vivre un moment, donc c'est elle, Rose Cotter, qui va à un moment vivre un traumatisme dû à un patient qui s'est suicidé devant elle, et on va avoir une pluie d'événements qui vont alors débarquer en donnant, en expliquant voilà que tout ça est en réalité quelque chose qui existe depuis pas mal d'années, avec plusieurs règles bien évidemment précises. Alors, autant le film a de bonnes idées, je trouve que le meilleur dans le film, c'est la mise en scène. Il y a vraiment de très beaux plans, des idées audacieuses en termes de mise en scène. Tout con, mais par exemple, il y a une scène de transition qui utilise en fait un décor. Donc c'est le décor de l'ex de Rose, qui est donc policier, et en gros dans sa maison il a une seule fenêtre, oui, et c'est un cercle, et en fait ce décor va ensuite être utilisé pour pouvoir faire la transition grâce à un masque avec un fondu additif, je pense qu'on appelle ça comme ça, qui va donc c'est un fondu en gros pour passer d'une image à l'autre, et du coup on va dans cette fenêtre faire la transition entre les deux images. Moi personnellement, j'aurais même été plus loin, j'aurais fait en sorte que les bâtiments qu'on voit à travers la fenêtre, ce soit le lieu où Rose va après, mais bon, peut-être que ça aurait été un peu trop direct en termes de transition et que les gens n'auraient pas très bien compris, qu'ils se seraient dit attends mais comment ça se fait qu'il y a deux Roses, donc en vrai je comprends l'idée, mais voilà, il y a des idées comme ça de mise en scène qui sont intéressantes. Autre idée aussi que je peux relever, c'est notamment les plans forêt. On a l'habitude des plans forêt dans les films d'horreur, genre je veux dire Shining commence par un plan forêt. Non, Shining commence par une séquence forêt, c'est encore pire. Pareil pour Dr Sleep. Dr Sleep commence par une énorme séquence forêt, mais c'est parce que c'est la même séquence que... j'ai oublié le nom, que Shining justement, avec le même lac, etc. Non, pas du tout, je raconte. Non, attends. Si, commence par... Je sais plus si... Non, je pense que la séquence qui est reprise de Shining, c'est après dans le film, mais que ça commence bel et bien par un plan forêt. Dans FNAF, il y a des plans forêt, il y en a un, je crois. Donc les plans forêt, c'est ce que j'appelle un plan forêt, c'est un plan vu de haut d'une forêt. Mais la différence dans Smile, c'est que la plupart, pas tous, mais la plupart des plans forêt sont filmés à l'envers. Donc tu vas avoir la séquence normale, tranquille, les fameux plans séquences en plongée sur une voiture que tout le monde a vu une fois dans sa vie, parce qu'il y en a, mais dans tous les films. Dans tous les films d'horreur, il y a un plan comme ça. Moi personnellement, c'est des plans qui me fatiguent. Même dans les bons films d'horreur, il y a des plans forêt en contre-plongée. Donc les plans séquences de voiture dans une forêt, c'est un cliché, mais tellement gros comme cliché. Pour expliquer un petit peu, peut-être que vous voyez pas très bien, mais c'est les plans où tu as... Il n'y a pas de voiture. Ah, attention, où tu as la voiture qui est filmée vue de haut
je vais vous le mettre comme ça, légèrement en contre-plongée, donc en gros on la voit comme ça à l'arrière. Putain, tu sens là ce qui se pète la gueule. Et tu vas avoir la voiture qui va être filmée comme ça. Et ce genre de plan, mais ça me fatigue. Tu es un vieux Transformers, toi tu ne restes pas transformé. Optimus est dans un meilleur état que toi. Hein. Ce genre de plan me fatigue parce qu'on en voit dans tous les films d'horreur. Shining, Doctor Sleep, FNAF, rien que les 3 là que je vous ai dit depuis le début de la vidéo, il y en a. Et dans Smile, il y en a aussi. Dans Imaginary, il y en a aussi. Vraiment, il y a des... Même hors du cinéma d'horreur, c'est un plan qui est trop utilisé, quoi. La plongée sur une bagnole dans la forêt, c'est un plan sincère, donc bien évidemment c'est utilisé partout. Mais c'est tellement surfait comme plan. Je sais pas, il y a plus d'imagination. Faites en sorte que la caméra soit sous la voiture, par exemple. Ou qu'elle filme, je sais pas moi, différemment en fait, parce que ce plan on le voit partout. Mais la différence dans Smile, c'est que du coup après tu vas avoir la voiture qui va monter tout doucement et qui après va se retourner. Et du coup le plan forêt dont je vous parlais il y a 3 minutes va être à l'envers. Donc avec la forêt vers le haut. Alors je comprends pas vraiment l'intérêt scénaristique derrière ce choix de mise en scène. Alors est-ce que c'est pour expliquer que les personnages sont en train de perdre la boule et que du coup la forêt est en train de tourner? Je sais pas, parce que mettre le ciel en bas, est-ce que c'est pour expliquer que elle descend en enfer? Mais alors pourquoi est-ce que le ciel serait en bas? Voilà, est-ce qu'elle monte en enfer? On sait pas. Honnêtement, voilà. Ce que j'imagine, c'est potentiellement un lien avec la douleur. Pourquoi? Parce que au début du film, on nous montre on reste précisément plusieurs secondes, enfin pas plusieurs secondes, mais on reste au moins une seconde, et c'est déjà trop pour un élément comme ça, sur un panneau de la douleur. Vous savez, les panneaux de 1 à 10, genre 1 c'est une petite douleur, 10 c'est une grosse douleur. Et ce panneau, on reste beaucoup trop longtemps dessus pour un élément de décor. Donc c'est que ce panneau a une importance. Quand tu restes sur un truc, quand ta caméra reste centré sur un élément bien précis, si c'est pas flouté, que tu le vois bien précisément, il doit avoir une importance. C'est le principe d'un fusil de Chekhov. Donc je pense que c'est potentiellement pour nous expliquer qu'on va descendre en enfer. Parce que le plan d'après, on se centre sur ce même panneau, mais on est centré sur le no pain, donc le niveau 0 de la douleur. Peut-être que ça explique les plans forêt qui sont retournés, avec une manière d'expliquer que en bas c'est le paradis, et plus on va grandir dans le film, plus on va monter dans le timecode, donc plus on va monter, plus on sera en enfer, la forêt. Mais c'est surextrapolé, je pense. Par contre, le fait de se centrer sur ce fameux plan avec le panneau de la douleur, ça oui, c'est sûr et certain que c'est pour représenter le fait que le personnage va aller de pire en pire dans le film, parce que je n'en démords pas. Si c'est dans un film, et c'est une explication très claire, si dans un film, un personnage prend un objet, genre cette bouteille de Coca-Cola, et la pose, bon ça tient pas, mais et la pose, et que la caméra reste concentrée sur cette bouteille, soit c'est un placement de produit mal fait, parce que c'est une bouteille de Coca-Cola, soit cette bouteille de Coca-Cola va servir à casser la gueule d'un mec juste après. Bienvenue au cinéma, mesdames et messieurs, tout a un sens. C'est le principe du fusil de Chekhov. Eh ben putain, t'en fais du bruit toi. Bref, il y a des plans de mise en scène qui sont intéressants, il y a plus d'images, super. Putain, cette vidéo n'a aucun sens. Je vais remettre mon image. Où es-tu? Où es-tu, image? Oh, tu es là, coucou. Donc il y a des plans qui sont intéressants. Maintenant, à part tout ce que je vous ai dit et la musique, le reste, c'est cliché de fou. C'est la même... Allez, la toute fin est intéressante. Et même, en fait, non, c'est intéressante, c'est un gros mot. La toute fin, je la trouve intéressante, entre guillemets, parce que on voit la créature. Et c'est vrai que dans ce genre de film, on a tendance à ne pas beaucoup montrer la créature. Là, on montre complètement... Enfin, en fait, non, on montre le début de comment la créature infecte les gens. Tu vois que c'est un truc complètement difforme qui déforme le visage et rentre littéralement dans la bouche de sa victime. Et après, on va voir Rose se suicider devant son ex. Mais à part ça, honnêtement, le film est pas spécialement mauvais. C'est juste qu'il ressemble à 45 autres films d'horreur. Je veux dire, personnage A
qui tombe sur une malédiction, qui enquête sur la malédiction, elle se rend compte qu'elle n'est pas la seule, donc elle va voir l'unique survivant de cette malédiction. L'unique survivant de cette malédiction va lui donner des informations et après il va péter un plomb. Puis cette personne va se dire ok, je vais réussir à combattre la créature, elle va la combattre. Je veux dire, encore truc le plus cliché, elle le combat par le feu. Oh, je vous ai résumé. Oh, au moins 25 ans de cinéma là. En même temps, enfin honnêtement, Imaginary c'est le même scénar. C'est exactement le même arc de personnage. Exactement le même. Et il y a même les mêmes trucs avec les proches qui pètent un plomb, le personnage qui au bout d'un moment va péter un plomb devant ses proches. Là c'est représenté par le fait qu'elle va sortir son... Enfin qu'elle elle a tué son chat et l'a foutu dans le cadeau pour son neveu. Donc en scénario ce serait donc l'équivalent de un acte de folie qui se passe devant des gens qui ne sont pas liés à cette histoire et du coup vont complètement croire qu'elle pète un plomb. Donc il y a vraiment mais tout, c'est la même soupe que dans mes 45 autres films. Vraiment, c'est un petit peu la même soupe dans Dr Sleep. Bien que dans Dr Sleep on passe beaucoup plus vite dans un côté spirituel. C'est pour ça que Dr Sleep est plus intéressant. Parce que Dr Sleep, le fameux personnage qui va finir par croire le personnage principal arrive au tout début du film. L'élément déclencheur arrive dès le début du film. Le personnage principal n'est même pas celui à qui arrivent les problèmes. Dans Dr Sleep, c'est un personnage un peu plus secondaire à qui arrivent les emmerdes, à savoir Abby. Là où Daniel, lui, il s'enfonce lui-même dans les emmerdes parce qu'il est toujours bloqué par ce qui s'est passé avec son père. Mais dans ce film-là, c'est vraiment tout comme dans les autres films, quoi. C'est le personnage A qui va voir son ex, qui va finir par être le seul qui va le ou la croire. Oh, les gars, on a vu ça 300 fois. Même autre chose, même dans autre truc que les films d'horreur, c'est le même putain de scénario que dans Jumanji, s'il te plaît. Il y a un moment, faut arrêter. C'est la même idée que dans la série de Tchernobyl. En fait, c'est ce côté de... il va y avoir des éléments problématiques qui casseraient notre vision des choses, notre vision idyllique des choses, et donc les gens n'y croient pas. Mais dans Tchernobyl, ça fonctionne, pourquoi? Parce que c'est ce qui s'est vraiment passé. C'est parce que le nucléaire, tout ça, du coup, boum. Ah, bah du coup les gens n'arrivent pas à y croire, parce que l'URSS n'aurait jamais eu de problème nucléaire. Enfin, c'est l'URSS, on est le meilleur pays du monde, de toute façon. Mais dans un film d'horreur, c'est un cliché. C'est un arc c'est un arc narratif qu'on a vu 300 fois. Ça fonctionne dans Tchernobyl, pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est ce qui s'est passé. Et t'as ce concept, enfin ce contexte de on est dans l'URSS, donc tout le monde va croire le peuple plutôt que de croire un scientifique que personne connaît. Parce qu'en plus dans la réalité, il n'y avait pas que la Guessov, hein. Dans la réalité à Tchernobyl, il y en avait au moins 14 des scientifiques. Mais dans les films d'horreur, c'est un archétype que j'ai vu et revu. C'est le même archétype que dans Halloween, Vendredi 13, Massacre à la tronçonneuse. C'est le même archétype partout. Et c'est chiant. Le seul truc qui peut sauver ce genre de film, c'est les idées de mise en scène et la musique. Parce que c'est pas le scénario qui va le sauver. Hein. C'est encore une fois le scénario rassemble à 45 autres films. Donc on m'a vendu Smile comme étant le meilleur film de 2020, enfin de la décennie. En même temps la décennie a commencé en 2020 les gars, on n'est plus en 2019, on n'est plus dans les années 2010, on est dans les années 2020. Mais non. Je suis désolé mais non. C'est le même archétype que dans plein de films. Même dans Five Nights at Freddy's, c'est un peu différent, parce que dans Five Nights at Freddy's, le personnage qui croit le personnage principal, elle le croit parce qu'elle sait que c'est vrai, et qu'elle est impliquée dans l'histoire. Donc, contrairement à un truc où c'est le personnage B qui fait « Ok, personnage A, je comprends et je vais t'aider », là, personnage B, je vais t'aider, mais parce qu'en fait, je sais des choses que tu sais pas. Voilà, et là, j'ai la scène en tête de la sœur qui fait « J'ai une info qui vaut de l'or ». Vraiment, c'est pareil dans FNAF. Donc, est-ce que ce film était incroyable comme les gens l'ont vendu? Non. Voilà, il n'était pas incroyable. C'est un bon film d'horreur qui a des bonnes idées de mise en scène, mais on souffle. C'est le même scénar que tous les autres. Il n'est pas original. Tout de suite. Okay, de toute façon, dans les films d'horreur de nos jours, ce qui est original maintenant, c'est plus le scénario. Maintenant, ça, je l'ai compris. Ce qui est original, c'est les idées de mise en scène et les idées pour un petit peu camoufler cet arc de scénario. Sauf que là, dans Smile,
À part 2-3, bah il n'y a pas grand chose. Voilà, c'est un film d'horreur banal. C'est pas mauvais, c'est juste... c'est pareil que n'importe quoi, en fait. C'est le même film, mais juste qu'ils ont changé le titre. C'est le même film que ce qu'on se retape depuis 20 ans. Voilà. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.